Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter 3 points que tu n'as certainement pas et sûrement pas entendu parler la plupart du temps. Mais ces 3 points-là te font sûrement rater ta journée de tournage. Mais je pense que le troisième, il va te choquer. T'es pas prêt. Alors bonjour la Flow Family et bienvenue sur la page Who Are You TV, la chaîne qui fait du vlog et du lifestyle sur le sujet de la photo et de la vidéo, mais pas que. Ici on traite de tous les sujets en photo et vidéo, bien sûr, mais pas uniquement sur le côté équipement, le côté technique. On est aussi sur le petit côté psychologique des choses, tu sais, la vie réelle, le palpable, le tangible, le... Oui, n'allez pas penser que je fais ce son-là pour autre chose, mais je veux dire qu'on est dans le dur, on est dans le vrai. Donc si ce genre de thème, ok, t'intéresse, il te suffit juste d'aller t'abonner. Je rigole parce que il y a mon épouse qui est à côté, elle doit se demander mais qu'est-ce qu'il fait. Bref, en tout cas, si ce genre de thème t'intéresse, voilà, d'avoir la vie et la vie de style la vie et la vie IE aussi d'un photographe et d'un vidéaste. Voilà, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu mets ton petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et tu trouveras ces infos-là uniquement sur ce genre de petite chaîne-là. Voilà, c'est des thèmes qu'on aborde ici tranquillement, avec délicatesse et sans langue de bois. Tu trouveras ça ailleurs, sauf si on va dire qu'il y a un autre vidéaste ou youtubeur qui est en manque d'inspiration et qui commence à copier les petites pages, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Cela ne nous regarde pas. Donc tout de suite, on passe sur 3 points qui te font rater ton tournage et je pense que tu ne t'en doutais même pas. Ok, alors le premier point à savoir, c'est de ne pas être sûr de quelle fonction tu vas occuper le jour du tournage. Ça a l'air simple, ça a l'air bête, mais je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas moi pour le début, on avait tendance à vouloir tout faire quand on arrivait sur le tournage. Il faut savoir une chose, c'est que quand tu arrives sur le moment pour dire action, pour lancer et se mettre à tourner, il y a énormément de choses qu'il faut préparer. D'abord, il y a le matériel, il y a le lieu, les acteurs s'il y en a. En fait, il y a énormément de choses. Mais la vraie raison sur cette partie-là, de savoir quelle fonction que tu dois occuper sur le tournage pour savoir où tu dois te situer et quelle est ta place, il y a une chose que tu dois savoir en premier. Faire la différence entre un cinéaste et un vidéaste. Oui, alors je sais, tu vas te dire, c'est pareil, c'est la même chose. On entend sur YouTube, oui, je suis cinéaste. Sur Instagram, tu as des vidéastes, vidéographeurs, cinéastes, filmmakers. Il y a plein d'appellations. Mais en fait, moi, je les ai regroupés sur 2 noms, tout simplement, sur 2 fonctions principales, parce qu'il y en avait tellement que même moi, je pétais un câble, en fait. Donc, pour apprendre à savoir quelle fonction je devais avoir, je me regardais si le jour de tournage, j'allais être un vidéaste ou un cinéaste. Mais bon, je pense que tu te poses la question comme moi, c'est quoi la différence entre un cinéaste et un vidéaste alors? Laisse-moi te donner Selon moi, la vraie explication entre un cinéaste et un vidéaste. On va commencer avec le vidéaste. Le vidéaste, pour faire simple, c'est celui qui ne contrôle rien de ce qui se passe. Voilà, je l'ai dit. Voilà, le vidéaste, c'est vraiment le mec qui arrive avec son matos et qui ne contrôle rien de ce qui se passe. Il est juste là pour retranscrire le moment présent des événements. Il n'a pas le temps de dire action. Il doit être réactif, il doit suivre et le déroulement du programme, il doit l'anticiper parfois. Donc le vidéaste, si tu veux, le jour du tournage, c'est le gars qui va filmer tout ce qui se passe. Voilà. L'inverse avec le cinéaste, c'est que le cinéaste, lui, il prépare le moment à tourner. Il prépare l'action à tourner. Le vidéaste ne dira pas action, le cinéaste dira action. Ce qui veut dire que rien ne démarre sans que celui qui, justement, est là pour faire la réalisation ne donne l'ordre de lancer l'action. C'est ça qui fait la différence entre un vidéaste et un cinéaste. Bon, si tu as compris, mets-moi en commentaire si mon explication a été assez claire. Mais en tout cas, ça m'a permis de savoir quand j'arrive sur un lieu de tournage, si je serai dans la peau d'un cinéaste ou si je serai dans la peau d'un vidéaste. Ok? Donc quand je suis dans la peau de cinéaste, je sais que j'ai contrôle sur le moment, j'ai contrôle sur l'heure, sur le temps, sur l'action, sur le décor, parce que pourquoi je parlais tout à l'heure de savoir quelle fonction tu dois assurer sur le tournage? Parce qu'il faut faire la lumière, il faut faire le son, il faut préparer les acteurs, il faut préparer le décor, il faut préparer la caméra. Il faut être au courant de ce qui va être tourné, les différentes scènes, les différents plans, les différentes séquences. Et oui, il y a tout ça. Toutes ces choses-là, forcément, le vidéaste ne va pas forcément se prendre la tête sur ça. 2 exemples. Le cinéaste va par exemple sur un clip, sur un film, sur un court-métrage ou même sur parfois un documentaire préparé, va mettre en place le décor, le lieu, le set. Et une fois que tout est bon, la lumière, le son, le cadrage, le plan, tout ça, il dira action, c'est parti.
on lance, on filme, on rec. Il peut même dire couper, on arrête et on reprend. Bon, je dis cinéaste, mais tu te rends compte bien que cette personne-là, c'est parfois le réalisateur, directeur de photographie. Bref, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais juste pour toi que tu puisses savoir quel type de fonction tu vas avoir le jour du tournage. Si tu es vidéaste, un autre exemple, ça peut être sur un mariage, un événement, par exemple un défilé ou une bar mitzvah, un anniversaire. Pourquoi pas, qu'on appelle ça là, elle a dit une tape. Non mais, je vais me faire bannir de YouTube. De toute façon, j'ai que 1000 abonnés, donc on s'en fout. Sur une... Mais quand même, t'as le temps quand même de dire action, hein. Non, on va parler de stabilité. Heureusement que vous n'entendez pas tout ce qu'elle est en train de dire à côté. Mais on parlera de stabilité après. Mais bon, je reprends tout ce que je suis en train de dire depuis le début. Tu dois savoir quelle fonction tu vas assurer le jour du tournage. Donc, est-ce que tu seras tout simplement un vidéaste? Donc, tout ce que tu as à faire, c'est prendre les bons moments. Ou si tu es plutôt le cinéaste, qui veut dire que tu as aussi un rôle de prendre en charge les éléments, les différents moments qui vont être filmés. Ok, du coup, qui dit savoir quelle fonction tu vas assurer le jour de tournage, il faut que tu sois capable de connaître quel matériel, selon les différentes casquettes que tu auras appris, cinéaste ou vidéaste, quel matériel tu vas devoir t'équiper, tout simplement. Voilà, donc ça c'est une deuxième chose qui peut te faire rater ton jour de tournage, c'est de ne pas avoir le bon matériel selon la fonction que tu vas assurer. Laisse-moi te donner un exemple précis avec des petites allégories. Imagine que tu demandes à Sébastien Chabal, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, bon, Chabal, que tu demandes à Chabal de tenir un ballon de foot et de courir sur un stade de rugby et d'aller marquer avec un ballon de foot. Bon, le gars il est assez costaud. Je pense que tenir le ballon, même si qu'il est rond, sous ses aisselles, sous son bras, courir avec, la force qu'il a, la technicité, voilà, sa pratique, sa maîtrise, tout ça, ça va compenser le fait que le matériel qu'il a, qui veut dire le ballon rond, n'est pas adapté pour la course, les chocs, les différents mouvements qu'il va faire. Mais bon, il va s'en tirer. Il va s'en tirer pas parce qu'il a le bon matos, il va s'en tirer parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. Il a assez de technique pour savoir comment attraper le ballon. On prend l'inverse. Tu prends Cristiano Ronaldo, tu lui donnes un ballon de rugby et tu lui dis de parcourir à partir du milieu de terrain jusqu'au but et de marquer. Je te promets, ce serait trop drôle à voir. Ça va être galère pour lui. Même si le mec est technique, même si le mec est bon, même si le gars il est balèze dans son domaine, tu lui donnes un ballon de rugby et tu lui dis d'aller marquer un but, il va galérer. Surtout qu'il n'a pas le droit de toucher à LM1. Donc tu vois, le matériel, même si beaucoup te disent que c'est pas si important que ça, faut pas trop les écouter. Le matériel, c'est important. Si tu vas sur un tournage avec un mauvais matériel, donc tu es mal équipé, ça peut te faire foirer le jour de ton tournage. Tu veux des exemples? Ok, on va partir sur un truc encore. Tu es vidéaste, ok? Tu es vidéaste, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, le vidéaste, c'est celui qui court un peu partout. Tu dois être ce qu'on appelle run and gun. Run and gun veut dire courir et shooter. Voilà, tout simplement. C'est une petite appellation qu'on a commencé à développer à partir de 2017, je crois, sur les réseaux, surtout sur YouTube, parce que, et je vais te le montrer avec un exemple parlant, donc je vais prendre une caméra. Voilà, généralement, le run and gun, c'est la capacité de pouvoir courir, shooter, être réactif. Donc pour ça, il faut que ton appareil soit aussi réactif que ce qui se passe. Donc, une autofocus assez rapide, une stabilisation, une bonne gestion de la lumière, ok, et une versatilité, j'ai réussi à dire le mot en 2 coups, une versatilité, ok, pour pouvoir prendre des différents angles, différents shoots sans trop avoir besoin de changer sur ton boîtier. Parce que si tu prends du fixe, tu vas galérer, tu vas être obligé de reculer, avancer, reculer. Comment veux-tu que tu puisses prendre les choses? Et je kiffe faire cette blague. Comment veux-tu prendre les choses de manière concrète si tu passes ton temps à courir partout et parfois tu n'as pas la place qu'il faut pour shooter avec le focal fixe que tu as? Tu vois? Donc, avoir le bon matériel quand tu es vidéaste, ça veut dire que ton boîtier doit être stabilisé, bon autofocus et une bonne gestion de la lumière et une sacrée autonomie. Voilà, ça ce sont les 4 points que tu peux garder en tête pour ton prochain boîtier si tu veux faire du run and gun en tant que vidéaste. Maintenant, imaginons que tu sois vidéaste, mais que tu utilises du coup un boîtier qui est fait pour des cinéastes. C'est différent. Généralement, les boîtiers qui sont faits pour tout ce qui est cinématographie ou court-métrage sont plus gros, plus balèzes, plus chiants à équiper. Ils ont besoin de beaucoup plus d'attirail pour pouvoir justement les appareiller. Mais bon, Sony se débrouille très bien avec le FX3, le FX30 je crois, un des deux.
même le Sony ZV, je sais plus quoi. Lumix aussi se débrouille très 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 bien avec le S2, je crois, ou le S5 II. Bon, bref, je sais plus c'est lesquels. Désolé, hein, ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur les différentes sorties de boîtiers parce que moi, ça me suffit. J'ai la Sika Pro, un GH5 et un Sony A7R3 et ça fait mon affaire. Mais bon, je te donne des petits exemples encore. Tu peux avoir chez Canon, par exemple, le R5 ou le C80, voilà, ce sont des boîtiers que tu peux utiliser dans le cadre pour faire de la cinématographie. Ok, même si ils ne sont pas forcément balèzes, mais bon. Et chez Blackmagic, tu as le Pixie qui est sorti il y a un petit bout de temps. Ils ont une version 12 et 17K. C'est des trucs qui sont super balèzes. Tu as Burano aussi de chez Sony, si je ne me trompe pas dans les termes. Dites-moi en commentaire si je me suis trompé. Et personne n'est parfait, j'ai le droit de me tromper. Et tu as quoi encore? J'ai oublié le reste. Chez les autres marques, je vois pas... Bon, je suis pas assez calé pour voir le... Oh bon, ouais, bon, ok, tu as les Alexa, les Red, mais bon, ça, c'est une autre catégorie. Nous n'allons pas rentrer sur ce sujet-là. Mais comme ce que je vais t'expliquer, c'est que tu dois choisir le bon matériel en adéquation avec la fonction que tu vas avoir sur le jour du tournage, que ce soit cinéaste ou vidéaste. Une fois que tu as choisi le boîtier, tu dois être sûr que ta méthode de stabilisation, ok, est conforme à ce que tu as besoin de filmer. J'en vois beaucoup qui courent après et disent que forcément tout ce qui est Blackmagic, ce ne sont pas des bons boîtiers. Moi, quand j'essaie de trouver des informations sur la Sika Pro, j'en trouve plus beaucoup parce que plus personne n'est intéressé par ce boîtier pour les simples raisons qu'il est balèze, il n'a pas de stabilisation et il n'a pas d'autofocus. Donc sur la Sika Full Frame, il y a un autofocus qui est arrivé avec les nouvelles versions, mais sur la Sika Pro que j'ai actuellement, je n'ai pas cette possibilité d'avoir de l'autofocus, sauf si je mets un DJI LiDAR ou si je m'équipe différemment. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Le point de la stabilisation est très important. Pourquoi? Si tu fais du run and gun et que tu as le boîtier dans la main et que par exemple tu dois filmer une mariée qui avance et que toi tu recules, comment veux-tu que je vous vois venir? Comment veux-tu que ce soit stable si ton boîtier n'est pas capable d'avoir ces stabilisations? Ok, donc c'est vrai que les boîtiers coûtent cher, mais dis-toi que plus ton boîtier est capable de stabiliser son image à main nue, plus il va te coûter cher, ça c'est sûr. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, prenez un GH5 si vous faites du run and gun et vous vous lancez dans la vidéo et que vous venez de commencer, parce que rapport qualité-prix, c'est l'un des meilleurs boîtiers sur le marché qui va vous accorder les 4 points que je viens de vous donner. Mais tu as une autre méthode de stabilisation que tu peux avoir qui est utiliser la stabilisation électronique. Voilà. Par exemple, avec une gimbal. Attends, je te montre. Alors, je vais vous le dire, je te montre, mais j'ai pas assez de recul avec la caméra. Bon, bref, attends, je vais te le montrer différemment. Tout simplement, avec un stabilisateur. Voilà. C'est une gimbal. Ça se présente comme ça. C'est un stabilisateur et en fait, lui, il va stabiliser ton image et tes mouvements. Il va faire en sorte que tes mouvements soient le plus fluides que possible quand tu te déplaces. Au lieu de le faire à main levée, qui veut dire en mode handle mode, tu le fais avec une gimbal. Tu peux aussi le faire avec un trépied, mais bon, les mouvements de va-et-vient seront beaucoup plus compliqués. Tu pourras faire que du pad, qui veut dire du gauche à droite, du tilt, du bas en haut. Mais aller front to back, qui veut dire avant vers l'arrière, ça va être compliqué. Donc, équipe-toi avec une gimbal. J'ai le RS3 Pro et ça me sauve dans beaucoup de situations, même quand je suis en mode vidéaste, surtout quand je suis en mode vidéaste et que je dois me déplacer pour aller d'un plan A à un plan C, mais que je veux que mon plan B soit aussi smooth que possible. Si tu regardes mes anciennes vidéos, va faire un tour, tu trouveras une démonstration complète sur la stabilisation RS3 Pro avec la Blackmagic Sika Pro et le Sony A7R3. Ok, donc pour terminer, ce qui sera tout l'inverse si tu prends un boîtier qui se décide pour le court-métrage, pour le cinéma, qui sera beaucoup plus balèze, avec lequel tu vas avoir beaucoup plus de mal à te déplacer, sauf si tu l'équipes différemment. Mais cette vidéo-là, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la prochaine vidéo. Donc abonne-toi, mets la petite cloche là, ok, et mets le petit pouce pour que tu ne puisses pas rater la prochaine vidéo où je vais t'expliquer comment et pourquoi justement les cinéastes utilisent autant de matériel sur leur boîtier. Maintenant, je me rapproche un peu plus de toi parce que je vais t'expliquer la troisième raison pour laquelle tu rates ton tournage. Et pour moi, j'ai récolté pas mal de témoignages, de comptes rendus. Tu vois, tu lis un petit peu sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram. Je vais dans les commentaires. J'ai lu pas mal de choses et je me suis rendu compte que ce troisième point-là n'est pas forcément tout le temps évoqué. Okay, sur la plupart des vidéos qui t'expliquent pourquoi tu rates ceci, comment faire cela, comment réaliser tes films, comment filmer cinématographiquement, comment. Bref, mais il y a une chose dans laquelle on ne te parle pas et c'est la raison pour laquelle
tu trouveras ces thèmes-là uniquement ici. Oui, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais voilà, comme je dis, si personne t'envoie des fleurs, achète-toi ton propre bouquet. La troisième raison, elle est tellement simple que je pense que tu n'y as pas pensé. T'as vu comment je suis devenu bon pour le watch time? Bon, ok, j'arrête. Je te donne là, je te le donne. C'est ta personnalité. Eh ben oui, effectivement, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte le gigolo? Laisse-moi t'expliquer une chose. Si tu n'es pas capable de déterminer ton caractère et ta personnalité, tu vas te faire soit flinguer, soit toi-même te tirer une balle dans le pied, ou soit te faire bouffer sur un tournage. Je t'explique. Imaginons que tu es quelqu'un de très réservé, de très introverti, que tu n'aimes pas trop te mettre en avant, que tu n'aimes pas trop prendre la parole, tu n'aimes pas trop contredire les gens, tu n'aimes pas trop être le centre de l'attention. Tu préfères être tranquillement, posé, faire ce que tu as à faire, personne ne te dérange. Une fois que tu t'es lancé, personne ne vient t'embêter et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, imagine que tu as un mariage avec un marié ou une belle-mère, quel que soit, mais un personnage tellement présent, tellement prenant, que quand il parle, généralement, c'est des gens avec qui tu n'échangerais même pas 2 mots, 4 syllabes. Mais comme tu es là pour filmer ce jour, tu dois faire le deal avec eux. Comment tu fais? Comment tu fais quand, par exemple, le beau-père commence à te prendre la tête parce qu'il trouve que tu prends trop de temps pour monter ta caméra? Comment tu fais quand la belle-mère vient te casser les pieds parce qu'elle trouve que tu ne fais pas assez de photos ou de vidéos d'elle alors que tu es venu pour les marier? Comment tu fais quand, par exemple, la sœur de la mariée vient te casser la tête pour que tu puisses venir filmer la décoration alors que toi, tu n'as même pas encore fini de faire les lumières, de poser tes lumières pour faire les photos ou les vidéos pour le couple, les mariés ou quelle que soit la chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc si dans ta personnalité ou dans ton caractère, tu n'es pas capable de rester debout et de défendre ta position en tant que vidéaste ou en tant que photographe pendant le jour du tournage, tu vas te faire bouffer par toutes les idées des personnes qui n'ont aucun regard sur le côté pratique du métier, mais qui ont tous des idées qui popent le jour même. Ah ouais, ce serait trop bien de filmer ça. Ah ouais, et si on filmait ça? Ah ouais, non, viens, on rajoute ça, viens. Dis-toi que chaque fois que quelqu'un lance cette phrase, et si on filmait ces 3 heures qu'on rajoute pour toi? Moi, je te dis les choses clairement. Chaque fois que tu dis oui, tu rajoutes 3 heures de montage. Voilà, genre 100 gigas. Oui, parce que pour eux, c'est juste appuyer sur un bouton, mais chaque fois que tu vas appuyer sur ton bouton, c'est des gigas que tu enregistres sur ta carte. Et tous les déchets que tu enregistres, parce que tout le monde a de superbes idées, même la demoiselle d'honneur qui a toujours voulu, je ne sais pas, se lancer dans le milieu de la photographie ou le cinéma et qui décide aujourd'hui que c'est son jour, puisque tu es très effacé et tu ne parles pas beaucoup, donc elle prend le relais. Oui, on filme là, et tu sais très bien que tu ne feras rien du tout de ces images. Mais tu le fais quand même parce que tu n'as pas cette audace de dire, en restant poli, écoute, le vidéaste ou le photographe, c'est moi, reste à ta place, je sais ce que j'ai à faire. C'est une question de personnalité et de caractère. C'est comme dans tout métier. Sauf que le métier de la photo et de la vidéo, c'est différent. Les gens ont tendance à croire que répondre ou parler au client, c'est être arrogant, c'est être mauvais, c'est être méchant, c'est être, je n'ai pas d'autres mots. Mais en fait, non, c'est faux. Parce que celui qui se retrouve derrière, après ces 12 heures interminables de films, de rush, bref, toute cette journée-là, dis-toi qu'il te reste autant derrière pour tout ce qui est montage et retouche. Donc, si tu ne sais pas dire non à certaines choses, tu te retrouveras, toi, dans des circonstances qui ensuite te font perdre du temps sur ton montage, délivrer un film dont tu n'es pas fier, et eux, quand ils le reçoivent, ils reçoivent toutes leurs idées de merde, en fait. C'est tout simplement ça. Toutes les vieilles idées, sachant que tu as dit oui à leurs vieilles idées, toi, tu n'as pas assez de bonnes idées pour relever le film. Donc, ils seront déçus. C'est normal qu'ils seront déçus. Oui, parce que madame est secrétaire de je ne sais pas quoi, mais elle décide aujourd'hui qu'elle est Spielberg. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Donc, ta personnalité et ton caractère, c'est très important que tu sois honnête avec toi-même. Si tu sais que tu n'es pas capable de faire des prises de vue où tu prends ta caméra, tu prends ton matériel et tu dois marcher au milieu des gens, les gens vont te regarder
Il y a ça aussi, il y a le regard extérieur. Parfois, il faut passer devant tonton qui a son iPad. Parfois, il faut passer devant grand-mère qui est assise devant mais qui ne veut pas se lever. Donc, grand-mère a une vue, mais littéralement sur tes fesses, quoi. Bah oui, parce qu'au moment, le seul endroit où tu peux filmer, c'est devant mémé, ok. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Il y a tout le côté pratique du métier que beaucoup réalisent trop tard, sur le coup, et c'est là qu'ils se rendent compte à la fin de la journée qu'ils ont des images qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas été capables de prendre position le jour du tournage. Par exemple, non, hors de question qu'on lance la musique, je ne suis pas prêt. Très important. Sur un mariage, le DJ, il lance la musique. Ça m'est déjà arrivé. J'arrive dans la salle, je venais tout juste de finir de faire les photos de couple et c'était tout de suite, il fallait rentrer dans la salle. Le DJ a lancé la musique. Je venais tout simplement de finir de faire les photos. Je n'ai pas eu le temps de rentrer et de mettre en place mon matériel pour la suite. Donc, le DJ a lancé les entrées du marié. J'ai dit non. J'ai dit non, on refait. J'ai dit soit on refait, soit vous n'avez pas de photo d'entrée. Donc, ils ont dû attendre que je me place, que je mette mes lumières. Et bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai pris mon time. Et j'ai commencé à faire mon setup. Et là, j'ai dit, c'est bon, tu peux y aller. Donc, ça arrive des fois que sur certains événements, tu sois obligé de te placer en tant que cinéaste, même si tu fais de la vidéographie. C'est la raison pour laquelle je dis que le troisième point, qui est la personnalité et le caractère, c'est très important. La personnalité, c'est la personne que tu es, qui tu es avec toi-même et les gens proches. Et le caractère, c'est comment tu réagis justement aux personnalités des autres et à la situation dans laquelle tu te trouves avec la personnalité des autres. Donc, si tu es du genre confiant, si tu as l'habitude d'être le centre de la pièce, ça sera beaucoup plus simple et plus facile pour toi de prendre en main un court-métrage, un clip, ou même une fonction de directeur de la photographie, ou même en tant que cadreur, ou même en tant que producteur sur un tournage, puisque tu es capable de dire oui quand c'est bien, non quand c'est pas bien, diriger une équipe, mettre tes idées en avant, mettre un veto sur les idées, être capable de dire non, ça c'est pas ce qui avait été convenu, c'est ça qui avait été convenu. Le jour, on va te dire, ouais, mais bon, viens, on filme là, c'est pareil, on n'a pas le temps. Ah ben non, je ne filme pas parce que là, il n'y a pas une très bonne lumière. Ce que je suis en train de te donner là comme troisième point, et je vais conclure la vidéo ainsi, c'est des années et des années, en tout cas de mon côté, de retour d'expérience. Je me suis rendu compte que chaque fois que je me suis foiré sur un tournage, c'était pour ces 3 points-là. Premièrement, je ne savais pas quelle était ma fonction. Deuxièmement, j'avais le mauvais matériel du coup. Et troisièmement, par rapport à ce qu'il fallait faire, sachant que je ne sais pas quelle est ma fonction, je n'ai pas été capable parfois de dire aux gens non ou il est mieux, il est préférable de faire ceci, il est préférable de faire cela. Je n'ai pas été capable d'être directif. Il y a des manières simples de pouvoir pallier à tout ça. Et bien évidemment, ce sera dans la prochaine vidéo parce que sinon, cette vidéo-là sera vraiment trop longue. Je parle trop, il est temps de couper. Bon, la Flow Family, j'espère que cette vidéo-là t'a été utile. Si c'est le cas, comme toujours, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire et le dernier que je vais rajouter maintenant, mets la cloche. Mets la cloche, poteau. La cloche, c'est important. Ça sonne ding-ding quand je publie une vidéo. Ok? Donc, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et sur ce, stay focus, reste flow et on se dit à la prochaine. Oui, cette fois-ci, j'ai écrit tout ce que j'avais à dire. Et c'est là que je regarde la vidéo et tout est flou.